Je vous propose désormais que nous entrions dans la deuxième grande séquence de notre matinée, une vallée des possibles, des transitions et des actes. Et avant de pouvoir avoir une prochaine table ronde, je vous propose une introduction qui nous est proposée par Simon Dumoulin, qui est le directeur de l'agence d'urbanisme de la région du Havre et de l'Estuaire. On l'écoute. Bonjour, je voudrais vous présenter le travail qui a été mené par les agences d'urbanisme de Paris, de la région Île-de-France, de Caen, de Rouen et du Havre. Nous avons mobilisé une multitude de partenaires à l'échelle de la vallée de la Seine, en lien avec l'État et les régions Île-de-France et Normandie. Nous avons mené plusieurs ateliers sur différentes thématiques autour d'une question centrale, quelle vallée de la Seine en 2040 ? Je vous renvoie au document que vous pouvez voir sur le fond de l'écran, que je vous invite à consulter sur le site valleedelaseine.fr. Alors il ne s'agit pas d'un travail que nous avons fait autour d'une boule de cristal, il s'agit d'étudier collectivement et de manière assez fine, à partir des grands processus, des tendances lourdes observées sur le territoire de la vallée de la Seine dans les 20 dernières années, en imaginant des projections dans les 20 prochaines années. Nous avons travaillé sur 4 sujets en particulier. Sujet numéro 1, essentiel, celui de l'énergie. On s'est projeté en 2040 dans un paysage des énergies marqué par la multiplicité et la déconcentration. Multiplicité des sources d'énergie avec l'essor et le développement des énergies liées aux biodéchets, à l'hydrogène, à l'éolien et notamment à l'éolien offshore et au photovoltaïque. La conséquence de cette multiplicité de sources d'énergie, ce sera la déconcentration et la capacité à produire de l'énergie localement. Ainsi, aujourd'hui, le paysage de la vallée de la Seine, il est marqué par quelques grands opérateurs. L'idée, en 2040, c'est que aussi les particuliers, les entreprises, les agriculteurs pourront être producteurs d'énergie. Toujours sur la question des énergies, ce qui nous semble important, c'est que ce paysage il puisse évoluer grâce à plusieurs éléments. D'abord par la capacité des acteurs à être sobres dans l'utilisation des énergies. Parfois, certains disent que la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne produit pas. Il y a aussi un autre élément, c'est celui de la mesure fine de l'énergie consommée et de la relation avec l'usage qui en est fait. Les démarches SMART qui sont en cours à l'échelle de la vallée de la Seine, et notamment Smart Port City, sont de nature à contribuer à ce paysage des énergies de la vallée de la Seine en 2040. D'autre part, ce qui nous paraît important sur la question des énergies, c'est une forme de réconciliation entre la ville et la campagne, puisque les territoires ruraux seront désormais en capacité de produire eux-mêmes de l'énergie. Cette production locale d'énergie, elle remet en quelque sorte les territoires ruraux au cœur du jeu, puisqu'ils seront aussi contributeurs en matière d'énergie. Deuxième sujet, celui des mobilités. Essentiel également pour la vallée de la Seine. D'abord, la mobilité des marchandises, le fret, les grandes tendances lourdes à l'échelle mondiale. Quelles sont-elles ? D'abord, l'ouverture des grandes routes maritimes mondiales arctiques. À l'échelle française, l'ouverture du canal Seine-Nord-Europe. Et puis, à l'échelle mondiale et européenne, une compétition particulièrement féroce entre les différentes places portuaires à l'échelle européenne et à l'échelle mondiale. Comment est-ce que la vallée de la Seine peut tirer son épingle du jeu en 2040 dans un tel contexte ? D'abord, grâce à Aropa, qui constituera un socle dont la vocation est de pouvoir consolider ce grand corridor logistique, portuaire, industriel, avec un report massif des flux aujourd'hui routiers vers le fleuve et vers le rail. C'est aussi une capacité en 2040 à travailler à une échelle interrégionale, non seulement avec les régions Île-de-France et Normandie, mais aussi avec la région Hauts-de-France pour s'assurer de la complémentarité entre le canal Seine-Nord-Europe et la vallée de la Seine, et avec la région Grand Est pour élargir l'Interland d'Aropa et venir desservir à la fois l'Est de la France et l'Ouest de l'Allemagne, qui constitue un bassin économique de première importance à l'échelle européenne. Enfin, il nous apparaît important pour imaginer ce paysage de la logistique en 2040, de mieux qu'aujourd'hui
rendre complémentaires les circuits longs de la mondialisation, du commerce maritime et les circuits courts de desserte en zone agglomérée. Ensuite, les mobilités des passagers. Alors évidemment, on s'est projeté avec notre fameuse LNPN, ligne Nouvelle-Normandie, avec des temps de parcours significativement réduits, 50 minutes entre Paris et Rouen, 1h20 entre Paris et Caen, 1h30 entre Paris et Le Havre. L'idée, c'est de ne pas uniquement se réjouir sur le plaisir qu'on aura à parcourir la vallée de la Seine, mais aussi pour identifier les répercussions économiques de cette ligne nouvelle. Et je voudrais ici faire un lien avec la crise sanitaire qui est en cours, qui a profondément bouleversé nos manières de travailler, qui a profondément accéléré le télétravail. Ces nouvelles mobilités à l'échelle de la vallée de la Seine, elles viendront directement, à notre sens, impacter les nouvelles formes de travail à cette échelle interrégionale. Autre élément important de la mobilité passager, c'est celui qui se tient sur la route avec l'autoroute A13 qui pourrait être un démonstrateur, un exemple à l'échelle nationale et européenne d'une autoroute qui a fait le choix de la décarbonation avec des bornes de recharge pour véhicules électriques, avec des voies réservées pour le covoiturage pour certains types de véhicules. Troisième sujet, celui de l'aménagement du territoire. Le sujet est très vaste, je voudrais simplement insister sur 2 points. Premier point, l'artificialisation des sols. Sujet éminemment complexe, défi important à relever pour l'État, pour les régions et aussi pour les intercommunalités et les communes. Comment est-ce qu'en 2040, on pourra travailler sur ces questions-là? D'abord en restant bien sûr très ferme et vigilant sur la consommation modérée d'espace, et puis peut-être en travaillant particulièrement sur la question périurbaine. Le sujet de l'artificialisation des sols, il donne souvent lieu à une forme de match entre la ville et la campagne, alors que les milieux périurbains doivent être pensés dans l'aménagement du territoire, doivent être traités, et ils peuvent donner lieu à des opérations de revitalisation, de redensification. Deuxième point sur l'aménagement des territoires, celui des grands corridors de biodiversité à l'échelle de la vallée de la Seine. Aujourd'hui, les compensations environnementales sont menées dans des périmètres qui sont relativement réduits. Échelle du bassin versant, échelle des communes, échelle des intercommunalités. L'idée, en 2040, c'est d'avoir un vrai tressage de ces corridors et de ces couloirs de biodiversité de Paris jusqu'au Havre, avec des vrais liens qui sont faits et qui permettront de redonner à la nature sa capacité de développement ou de redéveloppement. Dernier sujet, celui de l'attractivité. Il y a 20 ans, les grands facteurs de localisation des activités industrielles en vallée de la Seine, ils étaient assez simples à comprendre finalement. Il suffisait de 3 choses. Un terrain pas trop cher, de l'énergie facilement accessible et de la main-d'œuvre sur place. Aujourd'hui, ces facteurs d'attractivité, ils sont beaucoup plus complexes. Ils sont liés à la qualité de vie, ils sont liés à la qualité de l'enseignement supérieur. Il ne s'agit pas uniquement de pouvoir séduire les entreprises, mais de pouvoir séduire les employés qui vont venir y travailler. Voilà, j'ai brossé les grands contours de notre réflexion prospective. Le travail continue avec des ateliers qui sont actuellement organisés par les 5 agences de la vallée de la Seine. Et je vous dis donc à très bientôt. Une vallée des possibles, inventer ici les trajectoires de demain. J'ai noté parmi les propos de Simon Dumoulin les mots sobriété, les mots finesse, les mots réconciliation et aussi complexité. Et nous allons en parler dans cette nouvelle table ronde. Innovation, des transitions et des actes. 4 invités pour en parler. Céline Laurent, bonjour. Bonjour. Vous êtes la déléguée générale de FIBOA Île-de-France. On évoquera justement des innovations, des réflexions engagées notamment dans le cadre du CPIR avec l'importance de la mobilisation des entreprises privées. D'ailleurs, on l'évoquera tout à l'heure. Florent Hanon, vous êtes responsable, bonjour, vous êtes responsable du projet Next Move. On connaissait il y a quelque temps sous l'appellation Moveo, donc on y reviendra ensemble. Nicolas Raillard, bonjour. Vous êtes chef de projet de The Shift Project.
Là aussi, on va détailler notamment une étude que vous avez menée sur ce territoire de la vallée de la Seine. Et enfin, Patrice Duny, bonjour. Vous êtes le directeur de l'agence d'urbanisme de Caen, Normandie Métropole. Eh bien, c'est avec vous que je vais commencer. Patrice Duny, on a entendu des enjeux de transformation. Ça faisait partie des mots d'ailleurs prononcés par le préfet Philizot en introduction. Regardez l'avenir, Seine Vision 2040. Pour vous, comment vous voyez les enjeux qui sont devant nous, auxquels il faut répondre aujourd'hui, dès maintenant? Alors, il faut rappeler que le travail que nous avons mené avec les agences d'urbanisme en matière de prospective s'est tenu à la fin de l'année 2019, début d'année 2020. Comme quoi la prospective est toujours un exercice compliqué parce que nous n'avions honnêtement pas vu venir ce qui nous arrive aujourd'hui. L'improbable a surgi. L'improbable a surgi. Et alors, ce qui est amusant, c'est que nos réflexions sont antérieures à la crise, mais que quelque part, les éléments que nous connaissons aujourd'hui étaient un peu en gestation dans nos réflexions. Donc cette crise est finalement un accélérateur de tendances qu'on avait déjà identifiées. Alors, quelles sont les deux grandes familles de défis auxquels nous allons être confrontés? Le premier, c'est celui du changement climatique, avec toutes les questions d'énergie et d'organisation des territoires pour faire face à ces évolutions. On utilise le mot résilience. Oui. Je préfère celui d'adaptation, puisque résilience, c'est de revenir à la situation antérieure. J'ai le sentiment que nous ne reviendrons pas à la situation antérieure. En revanche, il faudra que nous nous adaptions. Et puis le deuxième, c'est en termes d'organisation économique de notre territoire, eh bien, nous sommes violemment encore dans le XXe siècle. C'est-à-dire que la vallée de la Seine, elle est très trente glorieuse. Elle est basée sur des industries qui sont fortement liées au carbone. L'industrie pétrochimique d'un côté, l'industrie automobile et aéronautique de l'autre. Donc c'est bien un territoire qui, dans son ensemble, va devoir connaître une mutation assez profonde. On a l'habitude de dire, et les termes de Simon l'évoquaient, c'est qu'on parlait d'attractivité et de compétitivité. Il va aussi falloir que nous ajoutions à ce vocabulaire les notions de résilience et les notions de sobriété. Donc nous allons doucement, collectivement, vers un changement de monde qui est à la fois un changement de monde collectif, mais aussi individuel. Ça veut dire qu'il y a des enjeux de décarbonation, il y a des enjeux de mutation, mais il y a aussi des enjeux qui nous concernent chacun, tous et chacun. Alors, dans nos travaux des agences, il y a deux attitudes très nettes qui se sont dessinées. Ce qu'on a appelé d'un côté les technophiles, c'est ne vous inquiétez pas, la technique y pourvoira, il suffit d'attendre, nous trouverons les modalités techniques pour régler le problème. Et puis il y a les comportementalistes, ceux qui disent certes pourquoi pas, mais il n'en demeure pas moins qu'il faudra modifier nos façons de vivre, nos façons de faire, si on veut arriver à faire face aux enjeux qui sont devant nous. Et comme souvent, la voie la plus peut-être pertinente est souvent entre les deux. On a un gradient, ouais. Et il faudra que chacun d'entre nous se positionne sur ce gradient. Et quelque part, notre capacité de résilience sera l'endroit où le taquet collectivement se met le mieux. Il y a un défi peut-être particulier pour l'élaboration de politiques publiques, parce que toutes ces connaissances qui est emmagasinée sur le territoire, qui est partagée, l'objectif c'est bien in fine d'avoir des politiques publiques. Et on l'a dit, l'improbable a surgi. Comment on met l'improbable dans des politiques publiques? Comment on connaît les romans d'anticipation, maintenant il faut des politiques publiques d'anticipation. Ouais. Alors c'est vrai que le mot anticipation et politique publique a quelque chose d'un oxymore aujourd'hui dans la situation dans laquelle nous sommes. Il n'empêche que ce que nous avons fait avec les agences et avec les acteurs de la vallée de la Seine, c'est se projeter raisonnablement, compte tenu de ce qu'on sait, dans un futur que je ne qualifierais pas de probable, mais en tout cas de possible et quelque part de souhaitable. Donc l'idée, c'est de se dire les politiques publiques doivent nous aider à aller vers un cap qu'on se fixe collectivement. La décarbonation. Ouais. Comment fait-on pour notamment consommer moins de produits d'énergie fossile et donc d'émettre moins de gaz à effet de serre? Ça concerne la façon de nous loger, la façon de travailler, la façon de nous déplacer, la façon de produire notre alimentation également. Bon, là, les politiques publiques, elles vont aller, et elles y vont d'ailleurs, et on estime dans notre prospective qu'on va y arriver vers moins de carbone dans tous ces sujets-là. Et donc il faut aussi des politiques publiques qui doivent répondre à l'impératif d'adaptation, mais qui elles-mêmes soient adaptables, qui puissent justement être... On parle beaucoup d'agilité, là aussi il faut des politiques publiques agiles. Vous comprenez que compte tenu de ce que je dis, j'attaque de front l'appareil industriel du territoire. Donc on ne va pas dire qu'on arrête tout et puis qu'on passe à autre chose, il va falloir accompagner les mutations. Il va falloir probablement que des entreprises existantes changent de process de fabrication.
mais elles vont peut-être rester dans le même domaine. Les industries de la mobilité, mais vous nous en parlerez mieux que Oui, on moi, va en parler dans quelques instants. Vont devoir changer de façon de faire, mais ça sera toujours des entreprises de la mobilité. Voilà, la question de l'énergie. Aujourd'hui, la vallée de la Seine est très orientée vers l'énergie. Il n'est pas exclu, et nous pensons sincèrement, Agence, que c'est un des enjeux d'avenir pour la vallée de la Seine que d'être la vallée des énergies. Alors des énergies physiques puis des énergies humaines. Mais le fait est que ces entreprises énergétiques, elles vont devoir muter, mais elles vont continuer à faire de l'énergie. Le rôle des politiques publiques, d'État et des territoires, c'est d'accompagner au mieux cette mutation et de faire en sorte de la favoriser et de ne pas la contrecarrer. C'est un challenge qui est éminemment complexe, mais qui est éminemment impactant, mais qui est très mobilisateur aussi. Oui, absolument. Alors justement, les mobilités en transition, en mutation, je vais commencer à en parler avec vous, Florent Hannon, donc responsable projet Next Move. Aujourd'hui, le CPER, justement, comment il s'inscrit dans ce moment de transformation, ce moment charnière de votre point de vue et concrètement ? Je vais reprendre un terme qui est l'accompagnement à la transition, justement. C'est ça aussi qu'on veut faire avec notre projet financé par le CPER. Donc nous, NextMove, donc en tant que pôle de compétitivité, on va se doter, et c'est quelque chose de nouveau pour nous, d'un démonstrateur collaboratif dans lequel on souhaite intégrer les innovations des membres de la filière, donc la filière automobile et mobilité. L'objectif, c'est vraiment de tendre vers un véhicule plus efficace. Et par efficace, j'entends une meilleure empreinte environnementale, et aussi, dans la mesure du possible, un impact positif sur la sécurité routière. Donc on va pouvoir toucher à des thématiques qui vont de l'allègement du véhicule, par le remplacement de pièces avec des matériaux innovants. On va pouvoir toucher à la motorisation, à l'électrification du véhicule, une meilleure gestion de l'énergie aussi à bord, qui sont des sujets centraux pour les membres de notre réseau et pour les usines qu'il y a sur le territoire, comme vous l'évoquiez justement tout à l'heure. Et des sujets qui sont peut-être un petit peu moins directs vis-à-vis de ces thématiques-là, mais qui sont les aides à la conduite et l'automatisation du véhicule, qui tendent aussi vers une mobilité, la mobilité de demain, avec des possibilités de réduction de la consommation de carburant, par exemple, dans le cas d'une aide à la conduite qui nous aiderait justement à conduire de manière plus souple, et des sujets comme ça qui vont nous permettre d'améliorer l'efficacité du véhicule, tout simplement. Donc finalement, là aussi, on a un mouvement de pivot, on n'est plus dans l'expérimentation qui se fait ici et là, c'est plutôt de se dire, on se met ensemble, on crée un démonstrateur qui permet de tester des innovations, même pas de tester, d'intégrer des innovations matures et pour pouvoir justement passer à une phase de déploiement beaucoup plus rapide. C'est ça l'ambition. Oui, c'est bien l'ambition de ce projet et c'est pour ça que c'est vraiment un changement de paradigme pour nous. On n'est plus dans du projet R&D, on n'est plus vraiment de la phase de construction de cette innovation, on est bien dans la commercialisation. L'idée, c'est de prendre des innovations qui sont proches du marché et d'accélérer cette mise sur le marché et de leur commercialisation. Donc on n'est pas sur c'est pas un lab car, c'est pas un projet c'est pas un projet d'université. On est bien sur un objectif d'aller chercher derrière des clients et de s'assurer que ces innovations, on puisse prouver qu'elles fonctionnent ensemble en plus, qui est un point encore plus important, et que derrière on puisse convaincre des clients d'intégrer ces innovations directement dans le véhicule. Ouais. Et en plus, on est en plein dans le calendrier opérationnel de la mise en œuvre, puisque je crois que l'appel à projet des innovations, tourné en priorité sur les PME locales, vient juste de s'achever, je crois. Oui, c'est ça. Donc, on a eu un certain nombre de marques d'intérêt, justement. Et donc, on est vraiment dans on a eu une première année où on a fait une étude de faisabilité avec la définition du business model et les investissements nécessaires pour ce projet, qui sont majeurs. Et c'est l'intérêt du financement du CPER. Et maintenant, on est vraiment dans la phase opérationnelle où on achète le véhicule, on l'équipe, et derrière, on met en place un plan de prospection et de commercialisation de ces innovations. Et ce principe du démonstrateur mutualisé pour accélérer justement la mise sur le marché d'innovation qui contribue à cette adaptation, à cette transition, à ces mutations, c'est dédié uniquement à ce projet où l'objectif de Next Move, c'est de pouvoir déployer cette pratique, cette méthodologie sur d'autres sujets. On est vraiment dans un mode projet pour initier vraiment cette nouvelle activité, qui est quelque chose qu'on ne faisait pas encore chez Next Move. Et l'idée, c'est vraiment derrière de créer une véritable business unit sur cette thématique-là, d'avoir plusieurs démonstrateurs, de se doter d'un outil, d'un actif qui va permettre derrière à notre structure de proposer un service à forte valeur ajoutée à nos membres. Voilà, c'est bien la finalité en tout cas de ce projet qui est vraiment qui nous aide à passer le cap de la phase d'investissement pour après derrière
proposer un service à nos membres. Donc, bel exemple de cette mutation dans les façons de faire, les façons de coopérer pour accélérer les réponses à ces enjeux de transition. On va continuer à parler de mobilité avec vous, Nicolas Raillard, donc chef de projet The Shift Project. Là aussi, on a parlé de politique publique d'anticipation. The Shift Project, le verbe anticiper aussi, pour vous, il est important. Oui, tout à fait. Alors là, dans le cadre du CPUR Vallée de la Seine, on a pu lancer une étude prospective, donc se projeter à un horizon de temps de 10 ans. Ce n'est pas du très très long terme, mais voilà, on est sur du moyen terme. Donc horizon de temps 2030 pour étudier les mobilités quotidiennes des habitants de Vallée de la Seine. En fait, la question qu'on s'est posée, c'est à quel point on peut décarboner la mobilité quotidienne en Vallée de la Seine grâce à 5 grandes alternatives à l'autosolisme. Alors nous, on n'est pas justement dans l'exploration de comment le véhicule peut être amélioré, mais comment on peut changer un peu nos pratiques, nos comportements. Et donc les 5 alternatives là, que nous avons explorées dans cette étude prospective pour se projeter un petit peu sur leur potentiel, ça a été la pratique du télétravail. Donc là, on voit avec le Covid aussi, on pourra peut-être en reparler, mais ça avance très très vite. La distribution des achats à domicile, la pratique du vélo, donc avec la mise en place d'un système vélo complet, finement maillé, etc., efficace pour développer cette pratique du vélo. Les transports publics express, donc là c'est le TER, le Transilien, le RER, mais aussi les bus express, c'est-à-dire des bus qui permettent de relier rapidement la périphérie et le centre d'une agglomération via les voies rapides et les autoroutes. Et enfin le covoiturage. Et on a étudié ces différentes alternatives sur 5 zones d'études en Vallée de la Seine. Oui. Donc on essaie de je crois qu'on a une carte de périmètre, parce que c'est vrai que la mobilité à Paris, avec le métro, etc., et puis celle qu'on peut avoir à Caen ou à Rouen, ou des zones plus rurales, ça n'a rien à voir. Donc les enjeux sont très différenciés. Tout à fait. Alors on a essayé de découper en différentes zones. Et alors ça hérite aussi d'un passé au shift sur la mobilité dans les zones de moyenne densité. Donc on s'était un peu spécialisé sur le périurbain, on va dire, là où la décarbonation de la mobilité est difficile. Et donc on a gardé encore un peu cette philosophie. Donc on a gardé une zone d'études qui est la grande couronne francilienne. Et puis ensuite on a fait une zone d'études qui sont l'ensemble des aires urbaines normandes et 3 zooms sur la Normandie, l'agglomération de Rouen, l'agglomération du Havre et les aires urbaines du Calvados. Voilà, ça a été ça nos zones de territorialisation. Alors avec cette finesse territoriale que vous avez portée à cette thématique, est-ce que ça vous a permis justement d'identifier des leviers prioritaires? Parce que j'imagine que les leviers de transition ne sont pas les mêmes si on habite en banlieue parisienne le long de la Seine, si on habite Gaillon, si on habite à Rouen. Alors la territorialisation n'a pas été si fine que ça, mais cependant voilà, c'est quelque chose qu'on peut extraire de nos résultats. On a produit beaucoup de résultats. A priori, nous, l'effort de territorialisation, notre objectif premier, c'était de pouvoir aller s'adresser plus facilement aux acteurs des territoires. C'était ça notre enjeu clé. Et puis après, oui, d'un point de vue recherche, c'était intéressant ensuite de comparer les différentes alternatives qu'on étudiait entre les territoires. Alors en fait, ce qu'on observe, c'est que pour la majeure partie de ces alternatives, en fait, on observe à peu près les mêmes potentiels de décarbonation selon les territoires, c'est assez stable. Il y a un cas qui est un peu différent, où on observe des différences, c'est le covoiturage, où là, on observe qu'en grande couronne d'Île-de-France, le covoiturage a un potentiel de décarbonation significativement supérieur à si on le met en place dans les zones normandes. On a 15-16% de décarbonation possible grâce au covoiturage en grande couronne d'Île-de-France, contre 8 à 10% sur les zones normandes. Et ça s'explique en fait par la densité de population. Le grand facteur explicatif, c'est la densité de population qui est plus élevée en Île-de-France et donc qui maximise les potentialités de covoiturer avec des gens, parce qu'il y a plus de trajets qui sont effectués dans cette zone. Ensuite, pour les autres domaines d'action, le vélo, c'est très très efficace en fait, selon nous. D'autant plus que dans quelques années, Seine à vélo sera interconnecté avec l'ensemble des solutions sur l'ensemble des territoires. Pour la mobilité un peu plus longue, en effet, ça va être très intéressant. Et puis pour la mobilité quotidienne, c'est déjà... là, en tout cas, de nos domaines d'action, c'est la solution qui ressort comme étant la plus efficace en termes de décarbonation. On pourra aller jusqu'à 30-35% de décarbonation. Ça, c'est une valeur à prendre au sens valeur maximale. On va avoir du mal à aller au-delà, mais c'est déjà un potentiel très intéressant, puisque, en fait, dans toutes les zones de Vallée de la Seine, on parcourt en fait beaucoup de nos trajets sur des distances assez courtes. Donc, si vous regardez les données Vallée de la Seine, en fait, vous apercevez que 80%
de nos trajets se font sur des distances inférieures à 15 km. Donc en prenant en compte le développement du vélo assistance électrique, voire même des SPDELEC, c'est-à-dire des vélos assistance électrique qu'on débride et donc qui permettent d'aller assez facilement à 40 km/h. Si on prend en compte les vélos cargo, etc., pour faire les courses, transporter les enfants, ça donne au vélo une ampleur et une plage de pertinence significative, assez grande en tout cas pour envisager des potentiels élevés comme ça. Alors, j'ai une question qui a été posée un peu plus tôt dans la matinée, mais je pense que vous êtes les bons interlocuteurs, notamment Patrice et Nicolas. Il y avait une question liée au Covid, où on a pu lire que les urbains avaient envie de quitter justement les zones urbaines pour aller réinvestir la ruralité. Est-ce que ce sont des facteurs qui peuvent avoir un impact que vous prenez en compte dans vos réflexions les uns et les autres, prospectives, déconcentration du tissu urbain, impact sur la mobilité, impact aussi démographique tout simplement? Patrice, peut-être pour commencer? Alors, on n'est pas sûr des effets. En tout cas, on pressent qu'il se passe quelque chose parce que les marchés immobiliers de tout ce qui est maison ont littéralement explosé ces derniers mois. En revanche, est-ce qu'on va avoir affaire à un exode massif? Probablement pas. En revanche, ce qu'on voit bien, c'est qu'on est dans une contradiction interne apparente entre notre volonté de sobriété foncière et l'aspiration d'une grande partie de nos concitoyens à un espace extérieur ou à une façon différente de pratiquer la ville. C'est peut-être dans la fabrication de la ville que se trouve la réponse à cette contradiction apparente. On sent bien qu'à la fois pour des raisons climatiques, pour des raisons biologiques et de biodiversité, l'introduction d'une part substantielle de nature en ville est importante. Donc, ce n'est pas forcément cette notion de densité, c'est cette notion de rapport à un espace dans lequel il y a plus de verre. Ouais. Donc, ce qu'attendent nos concitoyens, au-delà, parce que vous savez que les habitants, en général, veulent habiter à la campagne dès lors qu'elle est près des services, des transports. C'est ça, il faut de toutes les aménités de la ville. Donc, mais nous sommes un peu, exigeants. Hein. Donc, le principe, c'est de dire comment faire pour répondre à cette contradiction. Eh bien, c'est probablement pas de développer la périurbanisation, c'est certes probablement de repolariser les habitants, y compris dans des espaces périurbains et ruraux qui ont une attractivité. Mais il ne faut pas imaginer la région francilienne se déverser dans le reste des territoires en région. Il faut imaginer par contre, mais je sais que nos amis franciliens ont très à cœur ce sujet-là, de réintroduire la nature en ville, de désimperméabiliser à la faveur de la non-artificialisation. Vous êtes dur avec nous quand même en termes de concept, mais l'idée elle est là. En revanche, il y a effectivement une demande de verdure, une demande d'espace extérieur, et il faut peut-être aussi que nos amis architectes et promoteurs commencent à modifier leur façon de produire du logement. Parce que du logement petit, sans espace extérieur, je pense que ça va avoir de plus en plus de mal à se vendre. Ouais, donc c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'il y a une attente qui semble assez simple. On veut des espaces extérieurs du verre et il ne faudrait pas tomber dans le piège du simplisme en revenant à cette périurbanisation, les terrains de 1500-2000 m², mais plutôt de repenser la ville. Donc merci d'apporter cette nuance et cette complexité parce qu'on a besoin de complexité pour comprendre toutes ces mutations. Céline Laurent, donc vous êtes déléguée générale FIBOIS Île-de-France. Il y a aussi les filières industrielles qui travaillent à leur transformation, à leur mutation. Et vous travaillez depuis plusieurs mois et notamment plusieurs années même dans le cadre des coopérations interrégionales sur l'ambition ProBois. Alors ProBois, c'est quoi ? Alors ProBois, c'est un double projet. Il a été porté par effectivement les deux filières, la FIBOIS Normandie et FIBOIS Île-de-France, et surtout, vous le disiez tout à l'heure, avec des entreprises qui ont joué le jeu d'être précurseurs et de s'engager dans des expérimentations, dans des études d'innovation spécifiques, puisque sans elles, on n'aurait pas pu faire ces projets. Et en fait, il part d'un constat, ce projet. En Île-de-France, on a une explosion, on va dire, une augmentation assez significative de la part de construction bois. On parlait de décarbonation tout à l'heure, évidemment, ça en fait partie, et on est ravis. Mais le marché en Île-de-France est en augmentation constante, et en même temps, nous n'avons pas en Île-de-France la capacité de répondre ni en termes de ressources, ni en termes d'entreprises de première et de deuxième transformation, donc les scieries et les constructeurs bois. Ouais, donc on se retrouve dans un système en circuit long et qui n'est pas le plus et donc pertinent. il faut qu'on continue à travailler pour justement travailler en circuit court à l'échelle du bassin parisien. Et pour cela, la Normandie nous est apparue comme une évidence.
dans une logique de filière. Vous parlez bien de la filière, c'est-à-dire de la ressource de la forêt, et notamment des feuillus, ce qu'on appelle les feuillus, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a la chance en France d'avoir de nombreux arbres qui ne sont pas forcément des résineux, même si c'est avec les résineux qu'on construit le plus, mais des feuillus. Et donc, comment on peut, de manière industrielle, augmenter la part de feuillus dans la construction. Et de là est apparue l'entreprise Lefebvre. Manu Bois a beaucoup travaillé sur la question du hêtre. Et donc, le hêtre est une des essences les plus représentées en Normandie, dans les forêts domaniales, plus précisément. Et il se trouve qu'il y a eu une étude spécifique qui a été réalisée là sur 2 ans pour arriver vraiment à concevoir un produit de lamellé collé en hêtre qui pourrait concurrencer le résineux. Donc on est vraiment sur du développement industriel qui a été fait avec le FCBA, qui est un institut technologique. Et nous, le but, c'est derrière, après, d'arriver à des démonstrateurs. Et d'ailleurs, il y a un démonstrateur qui va avoir lieu là à Rouen avec Bouygues Construction. Donc, on voit bien que c'est déjà en route. Deuxième projet qui est lié. Alors peut-être juste, je voudrais préciser, parce que vous le dites, un démonstrateur identifié, des enjeux de mise à l'échelle, et puis il y a aussi là aussi des contractualisations que vous passez avec les acteurs de la filière. Je pense au pacte bois construction qui permet de se dire, ben voilà, on a un nouveau produit, on va pouvoir se donner les moyens d'enclencher justement les cliquets et de faire décoller le marché. Exactement. En fait, le principe de la filière, c'est vraiment de tenir tous les maillons. Et donc, il se trouve qu'en parallèle, en Ile-de-France, on a fait signer à une trentaine d'aménageurs et de maîtres d'ouvrage un pacte bois biosourcé sur lequel ils s'engagent en fait à construire en bois et notamment aussi en bois, en feuillus et avec minimum 30% de bois français. Ce qui fait que forcément ces engagements-là, si ensuite on développe en plus une filière industrielle et qui est capable de répondre à ce marché-là, on imagine que les choses peuvent s'emboîter. C'est un peu notre travail au quotidien. Ouais. Et donc le deuxième volet, la question des transports, on reconnecte avec tout ce qu'on a dit tout à l'heure, la multimodalité, la connexion au fleuve, on est en plein dedans. C'est exactement ça. Donc le deuxième volet, c'est vraiment une étude avec des expérimentations concrètes in situ avec VNF et Aropa et 2 entreprises qui sont Culier et Poulengue qui sont prêtées au jeu de l'expérimentation avec le transport fluvial pour éviter évidemment, on se doute, un certain nombre de camions. Oui. Et donc avec 3 chantiers franciliens qui ont pu être livrés. Alors je ne sais pas si on voit des images. Voilà. Oui, on a 2 images à proposer. On a quelques images pour montrer en fait les différentes méthodes. Ce qui est compliqué, c'est qu'il faut vraiment tester. Aujourd'hui, ce n'est pas une évidence. Donc on voit que le fleuve pourrait vraiment être une belle opportunité. Il faut tester par des systèmes de chaises de transport ou de flat track, enfin plein de systèmes pour qu'ensuite on maximise les volumes et qu'on réduise le bilan carbone des transports. En fait, c'est le but. Et là, il y a une dernière expérimentation qui a eu lieu récemment et qui semble vraiment être très prometteuse. C'est la Fleximal, donc, qui a été développée spécifiquement pour la filière bois et qu'on voudrait continuer à tester. Et ce qui est aussi intéressant dans cette démarche là sur la mobilité, c'est de vraiment de pas créer en fait une offre de mobilité qui serait hors sol sur la Seine, mais déconnectée des usages de la Seine. Là, votre ambition, c'est vraiment de la connecter aux lignes fluviales et logistiques déjà existantes. Complètement. L'idée, c'est de réutiliser les ports existants et de voir à terme comment d'ailleurs ils pourraient être plus mix et intégrer différents types de matériaux au sein d'un même port, mais aussi utiliser les mines existantes, voire avoir une multiplicité de marchandises et de matériaux. Le transport. Donc il y a vraiment une logique de mutualisation et c'est vers ça qu'il faut aller pour réduire. Et pareil, il faut qu'on continue à travailler sur le trajet retour, c'est-à-dire qu'il ne faut pas des bateaux à blanc, etc. Donc, ouais. Et est-ce que tout cela, ça pourrait amener à un pôle d'excellence bois? Ça fait partie des choses que vous avez en tête en projet? Effectivement, on voit bien qu'il y a des lieux qui sont plus propices à développer ce genre d'innovation et autour de la Seine, le territoire de l'EPAMSA et Carrières-sous-Poissy, etc. C'est-à-dire entre la Normandie et l'Île-de-France, on voit bien qu'il y a des projets qui pourraient naître avec le futur port d'Achères et des pôles d'excellence bois qui pourraient voir le jour. Donc on soutient ce projet. C'est encore en émergence, mais on espère qu'il verra le jour. Très bien. Alors, pour conclure, un tour de table avec une question cruciale. En envisageant de futures coopérations interrégionales, de futures contractualisations, quelle serait pour vous, les uns les autres, une priorité? Je commence avec vous, Florent Hannon.
Je pense qu'on a déjà un petit peu abordé le sujet, notamment dans les présentations précédentes. Et pour nous, comme je le disais, on n'est pas simplement sur du développement produit, on veut être capable de couvrir toute la chaîne et accompagner nos membres de l'innovation à l'industrialisation. Et pour ça, il va falloir qu'on renforce encore notre accompagnement sur la partie optimisation des process, comment utiliser au mieux l'outil industriel pour industrialiser les innovations qui sont nombreuses de la filière automobile et mobilité, toujours en tendant vers cette efficacité énergétique et une meilleure utilisation des ressources sur le territoire. Très bien. Patrice Duny. Une seule, c'est difficile. Ouais, je sais bien, mais dans votre intervention tout à l'heure, vous avez déjà commencé à donner des pistes. Mais il y en a une qui me paraît assez fondamentale parce qu'on est dans le cadre du CPER, dans quelque chose d'assez novateur malgré tout, qui est cette gouvernance un peu multiforme avec l'État, les régions, les acteurs économiques, les acteurs de la société civile et qui transcendent des découpages habituels. Je pense qu'il faut poursuivre cette coopération ouverte et qui permet d'échanger, de voir les intérêts et les enjeux pour les uns et pour les autres. Ce travail qui a été commencé et qui va, nous l'espérons, se poursuivre sur les mêmes modalités, me paraît extrêmement fructueux. Et je pense que ça, alors c'est vrai que la gouvernance est un peu une tarte à la crème, mais quand même, si on doit coopérer, il faut quand même trouver des cadres à cette coopération. Et là, on a un système original et qui a fait ses preuves. Donc, continuons le combat. Très bien. Nicolas Raillard, même question, une priorité. Alors, une priorité, si je me place du point de vue de la puissance publique ou des acteurs territoriaux, des décideurs territoriaux, la priorité, ce serait de préparer les infrastructures et de commencer à développer, d'investir dans les infrastructures qui vont permettre la mobilité décarbonée de demain, qui vont donner de la résilience à cette mobilité en cas de choc pétrolier, de futures crises, etc. Et notamment, je pense tout particulièrement au réseau cyclable qui permet aux gens, aux ménages d'économiser des sous en utilisant moins leur voiture dès aujourd'hui. Et puis si jamais il y a des contraintes carbone plus fortes demain, ça leur permet de reporter leur voyage sur le vélo, développer les transports publics express également, des aires de covoiturage. Le télétravail, bon, ça va se faire tout seul, mais on peut aussi aider en aidant au développement de tiers-lieux aussi. Si on est hors Covid, on peut aussi imaginer que les gens vont travailler plus proche de chez eux, mais en rencontrant quand même des gens, ce qui peut être sympa. Voilà, donc préparer cette multitude d'alternatives à la voiture. La voiture gardera évidemment une place parce qu'on ne peut pas tout remplacer, c'est un outil qui a une place importante quand même, mais préparer l'après dès aujourd'hui, parce que c'est des infrastructures au temps long. Et puis, ça sera la voiture labellisée Next Move, donc voilà, elle sera optimisée. Céline, Laurent, là aussi, pour conclure. Nous, notre priorité pour le prochain CPIR, c'est, on va dire, passer du démonstrateur à la massification. Enfin, forcément, on voudrait changer d'échelle et donc essayer de convaincre de plus en plus de maîtres d'ouvrage, de promoteurs, de bailleurs sociaux, d'utiliser cette nouvelle technologie qui est donc la mêlée collée en hêtre, par exemple, mais aussi d'utiliser le transport fluvial pour le bois. Donc, on va continuer à travailler au quotidien là-dessus, avec peut-être aussi de la gestion, comment les aider pour des éventuels surcoûts que cela induit, puisqu'on est en début d'industrialisation de ces filières. Et puis peut-être remonter aussi à la ressource et travailler davantage avec la Normandie et l'Île-de-France sur les forêts et sur l'adaptation de tous ces feuillus, donc pas que le hêtre, aussi le chêne, le châtaignier, à l'adaptation au changement climatique pour qu'on soit sûr que dans les années à venir, la ressource soit bien au rendez-vous. Très bien, bien, merci à vous quatre pour ces transitions et ces actes dont vous êtes les acteurs sur le terrain. Merci à vous tous et puis on se retrouve juste après un jiggle pour la dernière table ronde qui s'intéressera à la Seine, ce bien commun à partager.